Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Tout de suite, un nouveau journal de la rédaction avec au sommaire de l'actualité, cette bonne nouvelle tombée hier. Les JO d'hiver 2030 sont attribués aux Alpes françaises. Mais attention, sous réserve de fournir les garanties financières de l'État et des régions, a annoncé le président du Comité international olympique, Thomas Bach. Cette décision a donc été prise par les membres du CIO, dont son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. On en parle tout en début de journal, restez bien avec nous. Je vénère cette fonction de président, mais j'aime davantage mon pays. Il est temps pour moi de passer le flambeau. C'est dans ces termes que l'actuel président des États-Unis s'est adressé hier au peuple américain. Lors d'une allocution de 11 minutes, la vice-présidente Kamala Harris est donc désormais lancée en première ligne dans la campagne et les attaques de Donald Trump ne se sont pas fait attendre, vous le verrez. Et puis le 25 juillet, c'est la journée nationale de prévention contre la noyade. En France, les noyades accidentelles sont responsables chaque année d'environ 1000 décès, dont la moitié pendant l'été. Cette journée est l'occasion de sensibiliser la population à la sécurité en milieu aquatique, comme le fait la Fondation Princesse Charlène tout au long de l'année. Reportage dans ce journal. Mais avant de débuter, cette information, son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, s'est entretenu avec le président du Paraguay, Santiago Peña. L'audience a eu lieu à l'ambassade de Monaco, en France, dans le 16e arrondissement de Paris. Il a bien évidemment été question des Jeux Olympiques, mais aussi d'environnement. Tout comme la principauté, le Paraguay est très impliqué dans ce domaine. L'État développe notamment des complexes hydroélectriques. À noter que l'environnement et la relation entre le sport et le développement durable étaient au cœur d'un sommet au Carrousel du Louvre, auquel a assisté le prince souverain. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Nous vous l'annoncions dans notre édition d'hier, les Jeux d'hiver 2030 ont été attribués aux Alpes françaises, mais sous réserve de garanties financières. Cette décision a été prise par les membres du Comité international olympique, dont son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, réunis pour la 142e session à Paris. Bonsoir Émilie Rousseau, vous êtes sur place avec Hugo Comaza pour Monaco Info et vous avez pu vivre ce moment. C'est la 4e fois que les Français accueilleront des Jeux d'hiver en leur pays. Oui, tout s'est joué derrière moi au Palais des Congrès de Paris. L'annonce a été faite par Thomas Bach, le président du Comité international olympique. Après les votes des membres du CIO, 84 voix pour. Ce sont donc bien les Alpes françaises qui accueilleront les Jeux d'hiver en 2030. Le 26e Jeux olympiques d'hiver 2030 sont attribués aux Alpes françaises. Une annonce qui laisse éclater la joie des porteurs du projet. C'est sans suspense que les Alpes françaises ont été élues ville hôte des Jeux olympiques d'hiver 2030. Un an après s'être lancés dans la course à l'organisation de cette Olympiade, les efforts de ceux qui ont motivé cette candidature ont été récompensés. Ils ont souhaité célébrer cela au pavillon Dauphine, dans le 16e arrondissement de Paris, en présence notamment du prince Albert II, dont le soutien a été salué. On est parti les derniers dans cette aventure, on arrive les premiers, donc c'est une belle histoire. On était 4 au début, États-Unis, Suède, Suisse et France, et c'est nous qui avons gagné. Il y a eu beaucoup de travail en un an, c'est pas la durée normale pour porter une candidature, donc il a fallu beaucoup travailler, réunir les acteurs, les deux régions, mais c'est une vraie fierté pour la France, une vraie fierté pour le sport français. Pour la première fois de l'histoire des Jeux, l'événement n'est pas confié à une ville haute, mais à 4 sites, la Haute-Savoie, la Savoie, Briançon et Nice. C'est toute une région qui vivra donc au rythme des Jeux. Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence, Alpes-Maritimes, c'est des noms qui font chanter. Mais au-delà de ça, ce sont des stations avec neige et chalet, de très bons skieurs et des très grands champions comme par exemple Sarrazin en ce moment. Donc c'est une reconnaissance au niveau national dans le cadre de l'organisation des Jeux, au niveau international puisque le CIO nous a donné cette accréditation extraordinaire. Cette attribution est pleine de symboles. L'annonce a été faite à Paris, un an presque jour pour jour après avoir déposé le dossier de candidature et 100 ans après les premiers Jeux d'hiver en France. C'était à Chamonix en 1924. Et vous l'avez vu dans ce reportage, le prince Albert II était présent lors de la réception célébrant l'attribution des Jeux d'hiver 2030 aux Alpes françaises. Il a tenu également à féliciter les États-Unis pour leur succès dans leur candidature aux Jeux d'hiver. Salt Lake City, Utah organiseront les Jeux en 2034. Une réception était organisée en cet honneur au Palais Brongniart, place de la Bourse, camp de base de la Team USA.
Le prince Albert II de Monaco qui s'est certainement réjoui de la très belle prestation d'Antoine Zegdar lors du premier match face aux États-Unis qui s'est soldé par un match nul, 12-12. Le natif de Monaco a par la suite contribué à la victoire des Bleus contre l'Uruguay en inscrivant le premier essai du match, score final 19-12. L'équipe de France de rugby affrontera donc l'Argentine en quart de finale après s'être inclinée face aux Fidji cet après-midi. D'ailleurs, pour celles et ceux qui veulent vivre les Jeux en grand, les épreuves seront retransmises au marché de la Condamine sur écran géant à partir de demain. Rugby à 7, natation, tennis de table, aviron, judo, athlétisme, badminton, baseball, boxe anglaise, cyclisme. Il y en aura pour tous les goûts, alors profitez-en. Ce 25 juillet marquait la journée mondiale de prévention contre la noyade. À Monaco, vous le savez, le sujet est pris très au sérieux par la Fondation Princesse Charlène qui organise de nombreuses missions de prévention et de sensibilisation tout au long de l'année. L'organisation était bien évidemment au rendez-vous aujourd'hui pour sensibiliser les petits comme les plus grands. Voyez ce reportage de Sarah Inkari et Jean-Alexandre Dordet. Donc les bras ils sont bien tendus, ils restent collés. Vous êtes gainé, là c'est un petit peu côté squat, d'accord? On va venir appuyer et vous comptez jusqu'à 30. Et 1, et 2, et 3, et 4. Apprendre les gestes qui sauvent, c'était l'un des objectifs de cette journée organisée au stade nautique Régnier 3 par la Fondation Princesse Charlène, fondation qui lutte depuis plus de 10 ans maintenant contre la noyade. On s'associe avec des partenaires, la mairie pour l'apprentissage de la natation au niveau des piscines, avec la Croix-Rouge, la police municipale et les pompiers aussi pour rappeler les messages de sécurité et rappeler ce qu'ils font aussi au quotidien avec leur matériel et leurs interventions en mer ou sur les plages. La Croix-Rouge monégasque, par exemple, forme les passants au massage cardiaque notamment, avec une version classique et une spécifique à ce fléau. La première cause au départ de perte de connaissance, c'est en fait un blocage qui fait que la personne s'arrête de respirer. Et parfois le simple fait de souffler au niveau des voies aériennes de la victime, elle va peut-être reprendre connaissance. Alors pour les bébés, bien évidemment, ce n'est pas les mêmes gestes, ils sont beaucoup plus petits. Donc pour le massage cardiaque, au lieu d'utiliser les deux mains comme pour un adulte, on utilise uniquement les doigts. Et c'est pour ça qu'on fait un atelier nourrisson, parce que fréquemment, les personnes, l'adulte, ils l'ont vu faire, on voit au niveau des médias, beaucoup moins ça à la télé. Donc on a un atelier nourrisson pour leur montrer la conduite à tenir nourrisson et insister aussi sur le fait qu'on ne se noie pas uniquement en piscine ou à la mer, mais qu'on peut se noyer aussi dans la baignoire. Et parce que la meilleure prévention contre la noyade est de savoir nager, la mairie de Monaco propose toute l'année des leçons de natation. Tout le monde est le bienvenu, tout le monde peut venir prendre des cours. Au stade nautique l'été, c'est très sympa, vous voyez cet endroit magique, mais également l'hiver dans un endroit un peu plus cosy, à la piscine Saint-Charles. Pour les plus réticents à l'eau, il existe même des cours d'aquaphobie. On les prend en main de manière quasiment individuelle pour cette première approche de l'eau qui ensuite, bien entendu, débouche sur ça. On a aussi, bien entendu, les bébés nageurs. Les bébés nageurs, c'est aussi une manière évidente d'éviter la noyade. À titre indicatif, rappelons qu'en France, les noyades accidentelles sont responsables chaque année d'environ 1000 décès, dont 400 uniquement pendant la période estivale. Politique internationale, 3 jours après avoir annoncé se retirer de la course à la présidentielle de novembre, le président américain de 81 ans s'est exprimé pour la première fois hier soir lors d'une allocution solennelle. On en parle avec Dominique Simonet, journaliste, écrivain et spécialiste des questions américaines. Bonsoir. Bonsoir Macla. Alors le président américain a donc déclaré hier soir vouloir passer le flambeau à une nouvelle génération et je cite que rien ne devait se mettre en travers de la démocratie. La pression, notamment des démocrates, était forte pour qu'il se retire. A-t-il vraiment eu le choix ? Non, d'une certaine manière, il n'avait pas le choix, vous avez raison. Il était sous l'objet de pressions multiples, à la fois des ténors du parti démocrate, mais aussi de ses amis, du monde de la culture. On a vu George Clooney qui essayait aussi de faire pression sur lui pour lui dire de passer la main. Et sans doute la parole de Barack Obama, qui est très proche de Joe Biden, a dû peser en dernier recours. Là, il est tard. On est à moins d'un mois de la convention démocrate et à 3 mois des élections. Donc, il n'avait qu'une seule solution, c'était de passer la main à sa colistière, Kamala Harris, qui est aussi sa vice-présidente, parce qu'elle est la plus légitime et la mieux placée pour prendre sa place.
Au cours de ses 11 minutes d'allocution, il a très brièvement loué les qualités de sa vice-présidente. L'entente est-elle au beau fixe entre eux ? Kamala Harris a été chargé de dossiers difficiles. Alors c'est vrai qu'il a pas gâté, hein. Il doit donner le dossier de l'immigration, notamment la frontière mexicaine, qui est un dossier très très dur. Elle n'a pas vraiment réussi sur ce plan-là, c'est moins qu'on puisse dire. Mais elle a joué le rôle, c'est-à-dire le rôle d'être un peu derrière. On l'a dit effacée, on l'a dit très en retrait. Je suis pas sûr qu'elle ne surprenne pas. C'est quand même une ancienne procureure générale de Californie qui était connue pour être une femme à poigne. Elle travaille beaucoup, elle est très sérieuse. Elle est peut-être moins faible qu'on ne l'a dit. Et de toute façon, maintenant, elle n'a pas le choix. Elle doit rentrer à fond dans la campagne. Vous le disiez, hein, la vice-présidente Kamala Harris est donc désormais lancée dans la campagne en première ligne. Elle était aujourd'hui en déplacement à Indianapolis et elle subit déjà de plein fouet les attaques de Donald Trump qui l'a traité, je cite, de cinglé incapable. Un premier sondage la donne cependant en tête devant Donald Trump. Mais oui, c'est-à-dire qu'elle bénéficie d'abord de cet élan. La campagne électorale présidentielle, là, depuis quelques mois, c'est une série avec des péripéties incroyables. Elle doit continuer à affronter Donald Trump, qui lui doit changer de posture. C'est lui le vieux maintenant dans cette histoire. C'est lui qui les choses se sont retournées. Donc effectivement, vous avez raison, il attaque d'une manière à la Trump, c'est-à-dire avec des arguments contre sa personne et non pas contre ses idées, ce qui est pas très noble, mais bon, c'est Donald Trump. On connaît ses méthodes, sont des méthodes populistes pour déstabiliser, décrédibiliser, voire salir l'adversaire. Ça marche auprès de ses partisans, ça marche très très bien, ça fonctionne. Est-ce que ça va fonctionner face à Kamala Harris? C'est pas sûr. En tout cas, on a l'impression qu'une nouvelle campagne électorale vient de commencer. L'ancien président Donald Trump, candidat républicain, qui a été la cible d'une tentative d'assassinat lors d'un meeting de campagne à Springfield, en Pennsylvanie, le 13 juillet. Sans cet incident, pensez-vous que Joe Biden se serait retiré? Et dans quelle mesure cet événement a impacté la campagne? C'est vrai que la tentative d'assassinat contre Donald Trump a été quand même déterminante dans cette campagne. D'abord parce qu'il en a échappé et qu'il a su tourner cela à son avantage, même à la seconde près, qui est incroyable de le voir se relever, ce visage ensanglanté, devant le drapeau américain, levant le poing et appelant ses partisans à continuer à se battre. Donc il y a eu un retournement et un engouement pour Donald Trump. On l'a vu d'ailleurs que les sondages creuser l'écart avec Joe Biden et sans doute cela, plus la parole d'un certain nombre de personnes comme Barack Obama ont dû finalement convaincre Joe Biden d'abandonner. Depuis ces tentatives d'assassinat, justement, on a assisté à des scènes qui peuvent sembler étranges vues de la France, comme des supporters de l'ancien président arborant en soutien un pansement sur l'oreille lors de meetings, d'autres qui voient dans l'échec de cette tentative d'assassinat une sorte de révélation divine. Ça peut porter à sourire, mais on parle d'un peuple extrêmement pieux. Est-ce que finalement, un des cailloux dans la chaussure de Donald Trump, ce n'est pas une partie de ses électeurs ? Il est le porte-parole d'une Amérique chrétienne assez blanche en général, qui un peu nostalgique du passé, qui voudrait retrouver des valeurs ultra traditionnelles. Et en ce sens, la manière dont il se positionne et cet assassinat raté ne peut que cultiver, aller dans ce sens de cette image. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Américains sont habitués aux primaires et campagnes au long cours. Depuis le 3 février, les électeurs des 50 États américains ont eu la possibilité de choisir leur candidat. Un processus qui se conclut par la convention nationale de chaque parti. Est-ce qu'une campagne express de Kamala Harris suffira ? On voit que déjà en quelques heures, en 24 heures, 48 heures, les délégués, vous savez que ce sont les délégués qui finalisent leur vote à la Convention démocrate, les délégués du parti, qui avaient choisi l'écrasante majorité de Joe Biden, on voit que ces délégués se sont reportés sur Kamala Harris. Donc elle est assurée, elle a la majorité, elle est assurée d'être investie à la Convention démocrate. Cette élection ne risque-t-elle pas de décevoir une sorte de bis repetita de l'élection 2016 avec un vote populaire qui ne correspond pas au vote des grands électeurs ? Pour rappel, en 2016, Hillary Clinton avait obtenu plus de voix que Donald Trump.
3 millions de voix à peu près pour Hillary Clinton, mais malgré tout, et d'une manière totalement légitime et légale, Donald Trump avait emporté l'élection parce que ça se passe avec ce système qu'on connaît aux États-Unis où il faut gagner un État, et pour gagner un État, il faut la majorité dans cet État, et de gagner un État vous donne un certain nombre de points, les grands électeurs qui vont dans le pot du candidat qui l'a emporté ou pas. Tout est possible justement à cause de ces États qui peuvent ou pas tomber d'un camp ou d'un autre. Merci Monsieur Dominique Simonet de nous avoir éclairé sur ces élections américaines. Et pour les passionnés des questions américaines, et pas que d'ailleurs, votre livre « Les grands jours qui ont changé l'Amérique » est toujours disponible. Merci à vous. Les équipes arrivent peu à peu et prennent leur marque sur le port Hercule avant la série E1 qui aura lieu ce week-end. Souvent comparée à la Formule E, cette compétition de bateaux électriques arrive à Monaco après un début de saison à Jeddah, Venise et Puerto Banús. Le pilote français Tom Schaap de la team Rafa pour Rafael Nadal est arrivé au Yacht Club cet après-midi. Il était au micro de Sarah Hinkari. Regardez. On a la chance de courir à Monaco, donc en pleine Méditerranée, ce qui va permettre également des conditions changeantes, donc possiblement de faire la différence en tant que pilote avec un style de pilotage particulier. Et chaque pilote a son style et donc ça peut permettre d'ouvrir des portes et d'enfermer pour certains. Donc c'est vraiment les conditions. On a eu des conditions très très difficiles à Porto Banús avec beaucoup de vagues, ce qui a fait notre malchance parce qu'on a cassé l'avant du bateau suite à une mauvaise vague. À Venise, on a eu des très très bonnes conditions, donc je pense que vraiment les sujets ça va être les conditions, comment on va réussir à s'adapter, si on va vraiment trouver le feeling avec le bateau, si on va vraiment trouver le bon setting, donc les bons paramètres, la bonne balance pour vraiment arriver à optimiser et à obtenir un bon résultat ce week-end. Le bateau il va de plus en plus vite à chaque course, comme c'est un nouveau championnat, une nouvelle course. Le bateau, voilà, on découvre, on utilise des paramètres, on utilise différentes hélices qui nous permettent d'aller de plus en plus vite. On dépasse les 100 km/h, donc en bateau ce qu'il faut savoir c'est que ça se double comparé à la route, donc c'est des sensations qui sont incroyables. On lui souhaite bonne chance, tout comme on souhaite bonne chance à Georges Lenikena. L'attaquant intègre l'effectif de l'AS Monaco. En provenance du Royal Antwerp, le joueur est né en 2006 à Lagos, au Nigeria. Georges Lenikena joue ses premières minutes en Coupe de France en novembre 2022 et effectue des débuts remarqués quelques mois plus tard en championnat avec le club Picard en inscrivant un but face à Bordeaux. Il devient le plus jeune buteur de Ligue 2. Comme à chaque vacances, le musée d'anthropologie préhistorique organise de nombreuses activités pour les enfants. Les animateurs du musée ont à cœur de faire passer un bon moment aux jeunes en leur concoctant des animations en extérieur. Entre lancer de flèches, chamboule-tout et saut d'obstacles, l'objectif est d'apprendre en s'amusant, comme ont pu le constater Émilie Terrasson et Jean-Alexandre Dordet, qui sont allés à la rencontre des organisateurs. Dans le cadre des ateliers de vacances qu'on organise souvent ici au musée, donc pour cet été, on a pensé, pour faire un clin d'œil aux Jeux Olympiques de Paris, donc on a pensé à un petit parcours sportif, en tout cas pour les enfants, en touchant un petit peu les éléments préhistoriques, comme le théropropulseur, tir à l'arc. Donc il y a quelques éléments qui rentrent dans ce parcours. L'objectif pour le musée, c'est de faire venir plus de monde et plus d'enfants et adultes pour découvrir notre musée et notre exposition, et nos expositions en général. Et pour le grand public, c'est de découvrir quelques éléments sur le patrimoine monégasque, patrimoine archéologique, qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est le but qu'ils viennent ici, découvrent tout ce patrimoine. Peut-être les avez-vous aperçus, ces hommes et femmes à la chasuble rouge, floqués d'un cœur blanc, sont désormais bien connus. Ce sont les bénévoles de l'association humanitaire Semeurs d'Espoir, ayant pour but d'apporter une assistance aux familles les plus démunies, aux personnes dans le besoin, en situation de précarité ou encore sans domicile fixe. Et ils ont besoin de vous. En effet, ils ne peuvent plus aider les plus démunis cet été car leur stock de baskets en taille 40 à 44 est totalement épuisé. Les points de collecte se situent cabinet à Beidorfman, rue Princesse Caroline, parking de la digue niveau -4. Plus d'informations au 06 31 75 27 38. Ils comptent sur vous. Il est temps de retrouver Sarah Hinkari pour votre point météo. Bonsoir Sarah, la journée de demain sera-t-elle aussi chaude que celle d'aujourd'hui ? Bonsoir Maclore, la réponse est oui, il fera tout aussi chaud demain avec des températures oscillant entre 26 degrés le matin et 30 l'après-midi. Le ressenti au plus fort de la journée pourra atteindre les 38 degrés et il n'y aura toujours pas l'ombre d'un nuage dans le ciel, alors protégez-vous. Enfin, un coup d'œil sur le calendrier pour vous dire que nous fêterons ce vendredi la Sainte-Anne.
Et pour info, nos porte-drapeaux Lisa Pouet et Théo Druhen devraient défiler au sec demain lors de la cérémonie d'ouverture, puisqu'après un début de journée mitigé, on assistera à de belles éclaircies en fin d'après-midi sur la capitale française. On arrive au terme de ce JT, ravi de vous avoir accompagné durant cette semaine. Demain, pour les informations de 19h, vous retrouverez Sébastien Borgna. Et en cette journée nationale de prévention contre la noyade, les clichés de notre photographe Stéphane Dana mettront en lumière le magnifique travail de la Fondation Princesse Charlène. L'organisation était bien évidemment au rendez-vous aujourd'hui pour sensibiliser les petits comme les plus grands via de nombreuses animations. Belle soirée sur Monaco Info bien sûr.